Voici la magie, voici la magie. La vraie magie c'est le travail. Travail mon ami. Voici la magie, voici la magie. La vraie magie c'est le travail. Travail mon ami. La vraie magie c'est quoi? C'est quoi? La vraie magie c'est le travail. Comment? Makapene nyeten chokimba talamo. Makapene nyeten choki. Chame. Makapene nyeten chokimba talamo. Makapene nyeten choki. Machapene lovo. Bekafina chokovo. Makale chonya bi pene lile talamo. Yeche Moshe il est mon pemba. Il est mon père. La samba lata. Kafina walatamo. Nyakeva nyeva te petit la talamo. Yeche Moshe il est mon pemba. Il est mon père. Regarde très bien, mon cher ami. Pendant que tu apprends à chanter, personne ne voit. Tu as passé des années pour apprendre un travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui on t'appelle Manu Dibango. C'est la magie. Tout le monde t'appelle Fokou Bernard. C'est le femme là. Aujourd'hui on t'appelle Roger Mila. C'est le Thalys. Tout le monde t'appelle Kaji de photo. C'est la sorcellerie. La vraie magie c'est le travail, mon ami. La vraie magie c'est le travail. Pour une femme de photocam. La vraie magie c'est le travail, mon ami. Mon ami. Cyril Bojico. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail. Le travailler. Châtelain, châtelain. Travailler, laissez le commérage. Travailler, laissez le mouchardage. La vraie magie c'est le travail. L'homme paresseux trouve tout compliqué. L'homme paresseux ne voit que le femme. L'homme paresseux accuse tout le L'homme monde. paresseux ne voit qu'à la magie. Pendant que j'apprends à chanter, personne ne voit. J'ai passé des années pour apprendre un travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui on m'appelle Kengo de froid. C'est la magie. Tout le monde m'appelle Bamile K-Boy. Veuillez accepter au nom des anges mes salutations. Veuillez également accepter nos excuses pour le léger retard par rapport à l'heure convenue de programmation de cette soutenance de thèse de doctorat PhD. Soutenance de thèse de doctorat de Madame Diké Mélanie, qui a été dirigée par le professeur Aounja Catherine Marie Ida, et dont le jury est également composé du professeur Fandou Pierre de l'Université de Boya, professeur de Libye, bienvenue à Alexis de l'Université de Yaoundé 1, du professeur Belinda Bessala Simon de l'Université de Yaoundé 1, et ce jury a comme président, ma modeste personne, le professeur Romandini Mathias Eric, et non Eric Mathias, parce que Eric Mathias c'est un démon et Mathias Eric c'est un ange. Il ne faut pas faire la confusion. Mathias, don de Dieu, Mathias le juste, Eric le chef, le maître. Le don de Dieu, c'est Dieu qui est le maître. Donc, ce n'est pas la même chose. Mathias Eric et Eric Mathias. Je suis toujours agacé quand on change l'ordre de mes prénoms parce que ça veut dire qu'on veut changer mon destin. Cela étant dit,
fait plaisir, chers collègues, d'être avec vous dans le cadre de ce jury de soutenance de thèse de doctorat PhD. Il nous fait plaisir aussi que d'être avec la candidate et l'assistance. Madame indiquée Mélanie, vous avez 25 minutes pour nous faire l'économie de votre propos. 25 minutes, c'est-à-dire 1500 secondes. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, notre travail de recherche intitulé « Didactique du discours scientifique » visait un ensemble d'objectifs. Comme objectif général, il tentait de combler les lacunes observées dans la formation universitaire au plan du discours scientifique. Pour ce qui est de ces objectifs spécifiques, rappelons qu'il visait tout d'abord à proposer une description de la structure d'ensemble du discours épistémique pris comme un type d'interaction. Ensuite, il était question d'éclairer les pratiques naissantes en didactique des textes scientifiques par des pistes méthodologiques pouvant permettre une bonne approche dans la salle de classe et favoriser un meilleur apprentissage de ce genre interactionnel. Enfin, ce travail visait à proposer à la communauté universitaire une esquisse de référentiel adaptable et utilisable dans le cadre de cette formation à l'université. Monsieur le Président du jury, distingués membres du jury, notre recherche a été motivée par un ensemble de constats qu'il convient de rappeler. De manière générale, on observe une négligence de l'enseignement du discours scientifique au sein des institutions universitaires locales. Cet ensemble de savoir n'est pas perçu comme un objet distinct qu'il faut didactiser. Plutôt, il est laissé pour compte au profit de la méthodologie de la recherche et de l'épistémologie. Il en résulte un niveau insuffisant d'appropriation du discours scientifique par les apprenants en cycle de recherche. On peut également remarquer l'abandon de la recherche ou une expression de qualité peu appréciable qui a un impact sur les productions scientifiques. Les constats ainsi rappelés sont confortés par les propos de Belibi qui affirme « Il existe une confusion fâcheuse dans la formation universitaire entre la méthodologie de la recherche scientifique et le discours de recherche. La première est systématiquement enseignée, mais point celui-ci, car pour le commun des mortels, les deux se confondent. La réalité est tout autre. Les contenus de la méthodologie de la recherche scientifique et ceux du discours de recherche divergent profondément. De même, Hoffman, Rosenfeld et Tami remarquent « La performance au discours scientifique reste un sérieux problème qui préoccupe le monde académique. » En outre, Highland note l'intérêt croissant accordé au discours académique et tout particulièrement à l'écriture scientifique en langue anglaise est largement tributaire de l'émergence de perspectives théoriques qui reconnaissent la nature centrale des discours de recherche dans la construction du savoir. D'où la conclusion que le faible degré d'attention accordé au discours scientifique
et la faible institutionnalisation de son enseignement dans nos universités tranche avec les traditions universitaires modernes où ce savoir se constitue progressivement comme un domaine d'études bien précis. Il faudrait aussi s'arrêter sur ces tableaux, sur les chiffres des tableaux suivants qui indiquent un faible taux de sortie des cycles de master et thèse à l'université de Yaoundé. 1 dans les facultés de sciences de l'éducation et de sciences. Soutenance des masters à la faculté des sciences de l'éducation de l'université de Yaoundé. 1. Nous avons pris les années 2016 à 2019 et nous avons relevé les pourcentages de soutenance suivants: 10,73, 0,791, 17,79. Et pour les soutenances des masters et thèses à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1, nous avons relevé de 2008 en 2014 les pourcentages de soutenance qui suivent: 14,76, 12,12, 11,96, 0,1,21, 0,7,80 et 0,4,69. Nous voulons préciser ici que ces données concernent des individus qui ont bien accompli toutes les autres exigences en dehors de la soumission de leur mémoire ou de thèse pour évaluation. Un fait qui laisse croire que pour de tels individus, un taux de passage en soutenance aussi bas démontre des difficultés fortement liées à la rédaction de leurs travaux, et donc de l'expression scientifique. Face à ce constat, nous nous sommes posé un certain nombre de questions. Pour ce qui est de la question principale, nous nous sommes demandé comment les éléments constitutifs du discours scientifique peuvent être enseignés à travers les 5 premières années de l'enseignement universitaire pour une meilleure initiation des étudiants à la recherche. Parlant des questions spécifiques, nous avons d'abord voulu savoir quelles étaient les notions clés du discours scientifique. Ensuite, nous nous sommes posé la question de savoir quelle méthode pourrait permettre un enseignement efficace du discours épistémique. Et enfin, comment organiser les différents éléments constituant le discours de recherche en modules enseignables et assimilables à travers les 5 premiers niveaux de l'enseignement universitaire. Sur la base de ce questionnement, nous avons formulé des hypothèses qui suivent. Comme hypothèse générale, nous posons que la maîtrise du discours épistémique au triple parti opératoire, symbolique et typologique contribuerait à une meilleure initiation des étudiants à la recherche. Cette hypothèse a été reformulée en 3 hypothèses secondaires. Premièrement, il est possible d'affirmer que 3 grandes articulations forment le discours scientifique, dont les aspects symboliques, liés à la politesse linguistique, opératoires relatifs au mécanisme d'expression des savoirs scientifiques en fonction des buts, et typologiques, portant sur les différents genres épistémiques et leurs caractéristiques. Deuxièmement, l'enseignement du discours scientifique se prêterait à une démarche de type documentaire, empirique et actionnelle,
à partir de corpus extraits de textes scientifiques. Enfin, un référentiel faisant valoir la compétence informationnelle au sens de Purin conduirait à une meilleure organisation de l'activité de classe et une couverture efficace des différents aspects du discours scientifique sous forme de ressources organisées en modules traitables au cours des 5 premières années du cycle universitaire. Pour vérifier ces hypothèses, nous avons procédé par triangulation. Tout d'abord, nous avons construit un cadre théorique hybride convoquant un ensemble théorique. Nous avons convoqué les théories socio-linguistiques, en l'occurrence l'ethnométhodologie de Sachs, Chekhov, Jefferson, l'école de Palo Alto, collège invisible de Vaslamy et Helmich, l'ethnographie de la communication de Heinz, la sociolinguistique interactionnelle de Roberts et la microsociologie de Goffman et Brown et Levinson. À cette théorie, nous empruntons les postulats suivants. Le discours scientifique est d'une part un modèle d'interaction fondé sur des buts et des fins sociales liées au monde scientifique. Il est également un champ discursif visant à gérer des rapports entre différents pôles, c'est-à-dire le chercheur, la communauté scientifique et le monde du commun. À cette théorie sociolinguistique, nous avons ajouté des théories linguistiques, en l'occurrence le modèle hiérarchique et fonctionnel de Roulet et l'analyse du discours en interaction de Kebra ou Ekioni. Et nous retenons de cette théorie linguistique que le discours scientifique est un ensemble non homogène, s'articulant autour de différents sous-genres selon les buts à atteindre et les publics cibles. Aux théories linguistiques, nous avons ajouté les théories didactiques, parmi lesquelles la transposition didactique de Chevalard et la compétence informationnelle de Purin. Et nous empruntons à cette théorie didactique le postulat suivant. Le traitement didactique du discours scientifique se fonde sur l'application d'une approche actionnelle de résolution de problèmes. Nous avons opté pour une étude empirique à régime mixte, convoquant 2 protocoles. Le premier était un questionnaire visant à évaluer la connaissance des sous-genres du discours scientifique d'un échantillon de 100 étudiants en master 2 et thèse. Le second visait l'analyse des erreurs pour lesquelles nous avons exploité, entre autres, des extraits de thèses, mémoires et articles. Cette démarche nous a permis de parvenir aux résultats suivants. Au plan de l'épistémologie, il ressort que le discours scientifique revêt une structure d'ensemble qui s'articule en 3 axes majeurs. D'abord, l'axe informationnel, à la faveur duquel la production du discours scientifique revient à gérer la polyphonie langagière. Ensuite, l'axe symbolique, qui projette tellement de la structure d'ensemble préévoquée en guise de résultats ont été développés à la lumière des constats établis à l'issue des tests que nous avons effectués. Pour rappeler les 10 constats, l'analyse des textes scientifiques
a révélé, entre autres, des défauts de gestion informationnelle, comme la rareté ou mauvaise gestion des sources, la redondance des verbes rapporteurs, un mauvais usage du verbe rapporteur. Il a également relevé des défauts touchant la typologie du texte, comme la mauvaise structuration du genre choisi, un mauvais emploi des temps verbaux, la non-maîtrise des caractéristiques des types de textes liés au discours scientifique. Il faudrait remarquer que l'aspect symbolique lié à la politesse linguistique a été le plus en vue, raison pour laquelle une place de choix lui a été accordée dans le travail. Parlant des déficits du respect de la politesse linguistique observée, il faudrait signaler des défauts d'atténuation de propos d'évaluation positive, des défauts d'atténuation de propos d'évaluation négative, des cas de relaxation et des occurrences d'autoflagellation. Sur la base de ce qui précède, au plan didactique, nous avons suggéré que l'enseignement du discours scientifique passe par l'application d'une approche actionnelle de mise en situation problème et effectuation de tâches mimant la compétence du chercheur selon les domaines des étudiants. Se fasse par une démarche empirique de lecture, repérage de données textuelles, écriture, et privilégie un choix de textes relevant des domaines respectifs des étudiants. Ces éléments ont été résumés et organisés en modules d'apprentissage par la production d'un référentiel des compétences liées au discours scientifique. Ce matériel adaptable aux différents domaines scientifiques s'échelonne pour couvrir les deux premiers cycles de l'enseignement universitaire. Monsieur le Président du jury, distingués membres du jury, nous vous remercions de votre aimable attention. Libye, comme je le disais, c'est d'abord un aîné au niveau du secondaire. Il a été inspecteur pédagogique national et il a évalué ma leçon pratique. L'année qui suivait, il m'a confié des stagiaires. Et vous comprenez que je devais beaucoup travailler, je devais travailler dur. Je sortais de l'école normale et j'avais des stagiaires. Et quand j'entre à l'école normale supérieure, je trouve le professeur Alexis Bélibi et il m'intègre dans ses séminaires. Et c'est dans ce cadre que nous engageons ce travail sur le discours scientifique. C'est un peu l'historique de cette thèse qui est soutenue aujourd'hui. Donc, depuis 2010, nous parlons de discours scientifique à l'école normale supérieure. Un travail qui n'est pas fait, mais que nous évaluons en didactique, et ce n'est pas le professeur Béli Gabessala qui me démentirait. Il est admis qu'on ne peut évaluer que ce qu'on a enseigné. À quel moment enseignons-nous le discours scientifique? Quelle est la problématique de ce travail de recherche? Je voudrais donc maintenant rentrer dans le rôle de rapporteur, dans le rôle de directeur de thèse, pour présenter d'abord
la candidate. Celle qui se présente devant nous aujourd'hui avec son travail. Qui est Madame Njike Kate? Je l'appelle affectueusement Mélanie depuis que nous cheminons ensemble. Mélanie est une personne mature, réceptive, d'admirable honnêteté intellectuelle. Tout ce que j'ai pu donner à Mélanie comme ouvrage, comme article, tout cela a été remis et en bon état. Et nous savons ce que les étudiants, ils nous vident les bibliothèques. Puis, vous ne savez pas là où vous allez les retrouver. Elle l'a fait et s'est acquittée. Je voudrais ajouter l'ardeur au travail perceptible chez l'épouse, la mère, l'enseignante et surtout la responsable pédagogique que vous avez en face de vous. Je suis bien heureuse de constater qu'aujourd'hui, sa hiérarchie a reconnu ses efforts en la nommant inspecteur régional du centre. Et l'inspection régionale du centre, c'est 10 départements. Donc, elle est à la tête de 10 départements pour l'enseignement du français au Cameroun. Je voudrais également relever le sens de la courtoisie scientifique, caractéristique de son écriture, exempte d'outrage et d'outrance. Comme d'occurrence, elle l'a dit, tantôt elle évoquait l'autolaudation, l'autocélébration ou encore l'autoflagellation. Vous ne trouvez pas ces éléments dans son travail. Mélanie, disais-je, a eu le courage et donc le mérite d'initier une recherche particulièrement novatrice. Mélanie nous sort des sentiers battus de la recherche en didactique qui vous disent nous avons travaillé sur le discours, nous allons travailler sur la grammaire, nous allons travailler sur le vocabulaire. Non. D'abord, le public cible. Nous sortons un peu de l'école primaire parce que les mémoires qui sont soutenues dans cette faculté, très souvent, on vous dit l'école primaire, on vous dit le secondaire. Mélanie s'attaque à l'université, à l'institution elle-même. Cela devrait attirer notre attention. Donc, je parle de son courage, du mérite qu'elle a eu d'initier une recherche particulièrement novatrice, pour ne pas dire tout simplement une recherche exploratoire. Cette recherche qui porte sur la didactique, c'est-à-dire la transposition, la traduction du discours scientifique savant en un discours scientifique scolaire, c'est une innovation. Lorsque j'ai présenté la candidate, Monsieur le Président, je voudrais maintenant dire quelque chose sur le travail de l'imprimante. Je voudrais prendre la parole ici en 5 points. Le premier point, c'est le domaine de recherche. Le premier point, le domaine de recherche. Le deuxième, le schéma des problématiques du champ et le point d'inscription du travail de la candidate. Je voudrais m'attarder sur l'aperçu des choix méthodologiques. Elle l'a fait, mais je ferai ici une synthèse. Et je vais parler de l'extension du travail de la candidate au moment où nous parlons de l'approche par les compétences.
au secondaire et de la professionnalisation à l'université. Je voudrais pouvoir terminer en posant quelques questions à la candidate, puisque je suis aussi examinatrice de ce travail. Je vais donc commencer par le premier point, qui est le domaine de la recherche. Le domaine de recherche de Mme Mélanie Diké, ainsi que le laisse entendre l'intitulé de sa thèse, est la didactique du discours de recherche. À bien y regarder, il s'agit en fait de 3 domaines. Nous avons le discours, suivi spécifiquement du discours de recherche. Et pour terminer, la didactique de celle-ci. Donc 3 difficultés à gérer dans le cadre de cette thèse. Le discours scientifique et sa didactisation. Que faut-il entendre par discours? Le terme discours est polysémique et susceptible d'une demi-douzaine d'emplois, selon mes données. Je ne vais pas revenir sur tous ces emplois, mais il faut retenir que le discours renvoie tout d'abord à la parole, au sens saussurien du terme, à toute occurrence d'énoncé. Ferdinand de Saussure a établi que la pire des choses qui puissent arriver à un humain est de perdre la face. Notre territoire que nous tâchons de marquer à longueur de vie est notre face. Aussi passons-nous le meilleur de notre temps à éviter toute menace à notre face. Une interaction globale en face à face ou en différé est, selon Goffman, un risque majeur de perdre la face ou de la faire perdre à son intervenant. Face à ce péril énorme, Goffman a théorisé les lois d'évitement des menaces à la face, loi appelée à permettre la bonne conduite de l'interaction verbale. Ces lois sont au nombre de 10. Éviter toute forme d'auto-célébration, d'auto-glorification, d'auto-rotation. En un mot, éviter de se jeter les fleurs. Se jeter les fleurs est une incursion sur le territoire de l'interaction, dont on relève en creux la misère. C'est lui faire perdre la face. Ne lui donnez pas l'occasion de savoir qu'il est ce qu'il est. En d'autres termes, ne lui montrez pas sa misère. A contrario, il faut parallèlement éviter toute auto-flagellation, auto-dénigrement. L'éthologie humaine de Goffman et le discours de recherche, c'est ce que c'est la question à laquelle l'impétrante tente d'apporter quelques éléments de réponse. Le rapport nous semble plausible. Un bon texte scientifique fuit la gonale, c'est-à-dire le conflit, et recherche l'irénique ou le consensus. Comment y arriver? Goffman préconise la figuration. La figuration concerne toutes les dispositions verbales, voire non verbales, que les interactants convoquent pour atténuer et pourquoi pas juguler toute menace aux faces en présence. Grâce à la figuration entendue comme l'atténuation, le discours scientifique prendra la forme de la modalisation, c'est-à-dire du recours aux adverbes modaux, aux auxiliaires modaux. L'apport des continuateurs de Goffman, Brown et Wilson, s'est fait à travers leur ouvrage multiple, Politeness, que j'ai eu l'occasion de feuilleter grâce au professeur Alexis Béli. Il l'a fait tout au début de ses activités académiques. Alors, dans Politeness, qu'est-ce qu'on va retrouver?
Vous avez le type textuel scientifique, un type textuel hybride, à cheval sur les types de base, explicatif et argumentatif. Un type textuel également polyphonique. Au total, il faut entendre par discours scientifique tout à la fois le texte et le système de contraintes qui régissent la production. Deux contraintes sont à retenir, le dialogisme et la modernisation épistémique. La didactique, enfin, selon Pierre Voisin, est la réflexion sur le savoir scientifique et sur la manière de le traduire en éléments simples, cohérents et transmissibles à partir desquels l'élève puisse construire son propre savoir. Nous savons que depuis les années 50, nous n'avons plus le magistère dixit, le maître a dit. Nous sommes dans la logique de co-construction des savoirs. Il faut donc ramener le savoir au niveau de l'apprenant pour qu'il puisse, avec vous, construire ses propres savoirs. C'est tout le plaisir qu'on a à aborder les approches par compétences. Elle oppose délibérément le savoir scientifique, celui du savant ou du chercheur, et le savoir scolaire, celui des élèves aux différents âges, ou celui du grand public. De l'un à l'autre, il y a une distance, il y a discontinuité, il y a différence de nature. Si bien que la transposition didactique implique une connaissance sur les notions, des méthodes, des hypothèses et des théories scientifiques. Elle exige une parfaite rigueur qui, pour n'être pas celle du savant, n'en a pas moins un caractère moins scientifique. J'aborde le deuxième aspect de disciplinarité dans la perspective de mouvement. 4. L'extension du travail de la candidate. Nous l'avons souligné tantôt, il arrive lors des soutenances que les enseignants transgressent eux-mêmes le sacro-saint principe scientifique de courtoisie et s'autorisent outrage et outrance verbale à l'encontre des candidats. Et que dire les collègues qui s'échappent sur les plateaux de radio et télévision? Je reviendrai toujours. Parfois, lorsque vous voyez certaines personnes, vraiment, je me trahis, professeur, je me trahis. Parce que lorsqu'on voit certaines personnes, on veut tout simplement arrêter soit la radio, soit la télé. Parce qu'on sait déjà ce qui va nous arriver. Il va insulter son interlocuteur. C'est le débat. C'est le débat. Et ce débat devrait rester scientifique. Vraiment, nos plateaux de télévision, je ne sais pas ce que nous pouvons en dire, ce que nous pouvons en faire. Au-delà de la communauté universitaire, l'humanité en a fait le choix entre la barbarie de la gonade, du conflit et l'élégance de l'unique, du consensus. Aussi observe-t-on par exemple que le discours administratif, lorsqu'il est bien maîtrisé, fuit la gonade. Voyez, avec l'autre a dit, à cause des néos, on souffre. Mais que dit l'administrateur? Il y a des délestages. Voyez le mot, c'est très bien enveloppé. C'est le délestage. Ce ne sont pas des coupures intempestives. Les coupures intempestives, là, c'est la gonade. En un mot, la politesse scientifique est constitutive de tout discours et construit une relation interlocutive civilisée, quel que soit le domaine d'activité. Monsieur le Président, je vais me donner le devoir de poser quelques questions à la candidate. Elle pourra répondre selon ma convenance. Alors, Madame Djité,
Votre travail, vous l'avez présenté à la faculté de sciences de l'éducation, mais je me suis rendu compte, je vous ai observé, je n'ai pas voulu vous contraindre quant à la collecte de vos données. Vous vous êtes retrouvé en faculté de sciences. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier le fait que vous êtes à la faculté de sciences de l'éducation et on vous retrouve en faculté de sciences pour vos données? C'est la première question. La deuxième, voyez, vous-même, vous avez convié de cette assemblée. Et nous sommes dans l'approche par les compétences. Lorsque nous partirons d'ici, qu'est-ce que nous retenons de votre thèse? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que nous retenons? Monsieur le Président, j'en ai terminé. Merci. Maintenant, passer la parole au rapporteur externe qui nous vient de l'université de Bréa, le professeur Fangio Pierre, dont je fais la connaissance physique, que je ne connaissais que de nom. On aimerait que ça rencontre davantage parce que construire le pays passe aussi par ce genre de mise en commun des divers ateliers qui constituent notre enseignement supérieur. Donc, bonjour chers collègues. Avant de dire mon intervention, permettez-moi, Monsieur le Président, de m'acquitter d'un devoir de civilité. C'est en effet avec beaucoup de plaisir que je participe à ce genre d'exercice sur le campus de cette université où j'ai été mené par des chercheurs il y a très longtemps. Le campus que je visite toujours avec une nostalgie compréhensible. Et il me plaît aussi de dire ma gratitude aux autorités de l'école doctorale et de lectorat qui ont bien voulu entériner les propositions de l'équipe encadrante représentée ici par Madame la professeure Awundia et le prof de Libye, qui vient de le comprendre. C'est un plaisir de travailler avec ces deux-là. Je voulais aussi redire mon plaisir, Monsieur le Président, de vous rencontrer et je suis bien heureux que nous soyons contactés. Il y a des choses qu'on pourrait faire ensemble. Et le professeur Belinga, je le rencontre pour la première fois. J'ai vu le nom passer plus. C'est un double intérêt. Le premier intérêt, c'est qu'enseignant du français en zone exolingue, je suis devenu, par la force des choses, didacticien, notamment didacticien de FLE. Et l'un de mes faits d'armes, entre guillemets, dans ce domaine, c'est le financement compétitif de l'AUF qui a obtenu l'un de mes projets en 2007-2008. J'ai ainsi pu développer au laboratoire de sémiolinguistique didactique informatique de l'Université Franche-Comté à Besançon une méthode qui recourt à la chanson populaire camerounaise comme document authentique pour enseigner le FLE. La deuxième raison, c'est que justement notre master de FLE que je coordonne reste le seul à cette heure-ci dans toute l'Afrique noire qui traite de la didactique du français langue étrangère. Donc c'est dire que le travail de Madame Jiké est en plein dans ce qui m'intéresse. Mon intervention, qui est le résumé de mon rapport d'expertise, est organisée en 3 mouvements. Je commencerai par dire rapidement, comme l'exige le scénario, ce qui me paraît être la force ou bien les forces de ce travail. Je passerai ensuite aux aspects moins satisfaisants ou même qu'on pourrait discuter. Je sortirai de l'intervention en posant 2 ou 3 questions, ajoutées à celles que je vais poser pendant la discussion, et questions auxquelles la doctorante pourra répondre à sa convenance. Je m'empresse ici de dire que, même si je suis brutalement neutre, vous devez comprendre que l'intérêt ici, c'est de faire la meilleure thèse possible. Le jour ici rassemblé, il faut seulement s'assurer qu'on peut vous confier les clés du camion sans s'inquiéter. Et ce que Mme Awundia a dit tout à l'heure contribue à me rassurer. Donc, je voulais dire en 2 mots ce qui me paraissait être les forces de ce travail. Je commence déjà par le sujet lui-même. Mme Awundia a dit tout à l'heure, c'est un principe sacré de la didactique. On évalue ce qu'on enseigne. Mais pendant très longtemps, et j'ai été victime, comme la plupart des étudiants de ma génération, l'université de Yaoundé et ensuite l'université Cameroun, a évalué 3 compétences qu'elle n'enseigne pas.
1. La méthodologie de la recherche, je reviendrai. 2. L'épistémologie du discours scientifique, qui est son sujet. Et 3. L'épistémologie du discours de vulgarisation scientifique. Son travail me rassure véritablement parce que lui prend cet aspect de ce travail-là, en même temps qu'un de nos étudiants de l'Université Bouya travaille sur justement l'impact du discours de vulgarisation agricole sur les destinataires même de ce discours-là. Donc c'est dit que quelque part, on peut se rassurer que ce travail s'inscrive dans l'actualité scientifique. Donc, ici, je voulais dire 2-3 choses. La première, c'est que la recherche de notre candidat répond véritablement à une demande sociale effective. En effet, un regard rétrospectif sur l'enseignement universitaire camerounais montre que pendant bien longtemps, l'épistémologie a longtemps été quasi systématiquement privilégiée aux dépens du méthodologique. Je l'ai dit tout à l'heure, y compris au second et au troisième cycle, justement des cycles où en principe, l'accent est mis sur les modalités du dire, aussi bien que sur les découvertes. En fait, dans la plupart des institutions, jusqu'au milieu des années 90, ou même vers la fin des années 90, les unités d'enseignement labellisées méthodologie étaient rares, sinon quasi inexistantes. Et ainsi, par exemple, si on prend le cas de l'université de Yaoundé 1 ou même de Bouya, l'essentiel de la méthodologie à l'époque se résumait en 2 choses. D'une part, les développements récents sur la spécialité, ce qu'on appelle méthodologie, ou alors ce qu'on appelle aujourd'hui le style sheet, c'est-à-dire quoi? Le protocole de rédaction. Et laissant donc de côté tout ce qui est méthodologie, tout ce qui est discours scientifique. Donc en cela, le travail de notre candidate s'inscrit dans cette actualité-là. Évidemment, les choses ont changé aujourd'hui parce qu'à l'université de Bouya, dans presque toutes les universités, en plus des séminaires qui s'organisent à Yaoundé, à Douala où j'ai été invité plusieurs fois, à Maroua et à Bouya évidemment, vraiment, même si ce n'est pas systématique, il y a quand même cette tendance à comprendre qu'il faut inscrire la didactique et l'épistémologie de la rédaction scientifique dans les cursus. Donc c'est dit une fois de plus que le travail de madame s'inscrit dans une actualité scientifique. Et ainsi, de ce point de vue, l'étude remplit l'une des conditionnalités essentielles pour aspirer, du moins potentiellement, à l'innovation exigée à toute étude de ce niveau. Parce qu'en réalité, on attend qu'une thèse apporte quelque chose de nouveau. Et à partir de ce point de vue, on peut donc noter véritablement qu'elle s'inscrit dans cette logique-là. L'on est en plus heureux de constater que la thèse didactique du discours scientifique est, de manière générale conduite dans les règles de la thèse. L'encadrant a dit tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec toi, parce qu'en réalité, l'étude est le fait d'un problème effectif clairement identifié, qu'on vient de le voir, mais aussi et surtout celui d'une mise en mots pertinent du dit problème sur lequel on n'est plus besoin de venir ici la candidate ayant fait elle-même. Le deuxième point sur lequel je peux insister ici, c'est une argumentation qui est à la hauteur de ce qu'on attend d'une étudiante de ce genre, à ce niveau. Parce qu'elle s'appuie sur un objet de recherche bien décrit et des objectifs déterminés. Qu'est généralement à l'université un objet d'étude, notre candidate participe à ce chantier en collagement, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 3 axes. Et ce travail est du genre à pousser les maîtres connus et reconnus à interroger leurs pratiques, leurs méthodes, leurs résultats, voire l'utilité au plan social et économique de leur activité. Ça, nous n'aimons pas beaucoup faire ça, mais il faut qu'on y arrive. Et ce travail s'inscrit dans cette logique. Au total, donc, la question principale déclinée selon les exigences de la méthodologie en la matière répond à une hypothèse en cohérence heuristique avec la problématique et les objets associés. La mise en discours subséquente de la recherche est conduite avec une certaine intelligence, parfois avec une intelligence certaine, convoquant à bon escient les outils théoriques, conceptuels et méthodologiques intelligemment circonscrits. L'hypothèse émise au départ de la recherche est ainsi vérifiée.
vais m'arrêter là-bas pour les fleurs, parce que je ne suis pas là pour ça. On va maintenant passer à ce qui pourrait être perfectible, je l'ai dit. Ici, je vais insister d'abord sur le discours de tout à l'heure. Avant sur le discours de tout à l'heure, que veut dire HL? Je pose la question, elle peut paraître légère, mais dans mes yeux, c'est un nom officiel, monsieur le Paul, il reviendra là-dessus, parce que ça doit figurer sur un document officiel. Les abréviations, en principe, à moins qu'elles fassent partie du nom même, devaient être discutables. On pourrait discuter tout à l'heure. Deuxième problème qui revient de tout à l'heure, pourquoi avoir choisi de mettre votre discours au passé? Vous avez dit notre sujet visait à. Je me dis, il ne vise non plus, elle nous répondra tout à l'heure. Et toujours sur ce point, je vais dire avec un qualificatif ou alors un qualificatif pour un complément de nom. Et on se demande, est-ce que c'est vraiment pour le voir? D'autre part, vous avez des entrées orphelines, comme master. Je suis d'accord avec vous. Votre corpus a été prélevé des masters, des articles et des thèses produites par les apprenants. Très bien. Mais si vous dites master, alors il faudrait que sur le même plan surviennent articles et thèses. Ce n'est pas le cas. On a également des entrées à la nécessité questionnable parce que leur fréquence est nulle. Autoflagellation, discours d'autorité arrive une fois. C'est quand même référencé. Si c'est si important, apparaître une seule fois, ça veut dire qu'il y a des questions à se poser. Et dans cet inventaire sans boussole, on peut bien sauver d'apprendre que le grammairien Bosé apparaît comme une notion. Bosé est un auteur jusqu'à ce matin. D'accord? Je passe sous silence le fait que votre index des auteurs dans l'exemplaire que j'ai eu est indiqué par étourderie index de notions. Parce que dans l'exemplaire que j'ai eu, il y a 2 fois index de notions. Ça, c'est une faute d'inattention. On peut tout aussi ne pas insister sur la formulation de votre travail. Tel qu'il est formulé, le titre d'une discussion à un débat. La remarque est aussi valable, et j'insiste pas sur le nombre de sous-titres, qui sur le plan stylistique, syntaxique et bien sûr sémantique, laisse franchement à désirer. Je vais revoir tout ça parce que c'est un peu tout là. Ils annoncent soit une description pour certains, soit une narration pour d'autres, mais jamais, comme je l'ai dit tout à l'heure concernant le titre, jamais une narration. C'est une mot qui semble s'essouffler donc. Dès que la chercheur prend pied sur le terrain de la recherche, porte à croire qu'elle brode plus autour que dans le sujet. Parce que le chapitre 1, la première partie porte sur quoi? Problématique, spécification, les concepts, théorie et discours. Donc, en fait, c'est de la théorie. C'est ce qui n'a rien à voir avec le travail. Mais dès qu'on passe à la phase où elle est en contact avec la réalité du terrain, on descend à 65 et on s'attend à ce qu'elle fasse parler les objets qu'elle a collectés avec la théorie qu'elle a énoncée. Elle arrive à peine à 105 pages. Donc, voilà, c'est une faiblesse. L'avantage de cette thèse, j'insiste dessus, c'est que le seul fait de voir qu'il y a un problème justifie qu'on la fasse. Ce que veut dire en réalité, si votre thèse est mal conduite, ça veut dire que le travail doit être fait. Si elle est bien conduite, ça veut dire que le travail doit être fait pour les autres. Bref, c'est pour dire que, à mon sens, ce travail est une excellente thèse. Les résultats sont puisque au niveau, qui veut dire que les attentes sont, à mon avis, comblées à plus de 70-80%, ce qui veut dire qu'il faut aller plus loin. Mais au moins le travail, les résultats sont comment? De ce point de vue, je n'ai rien à redire. Il y a des questions de forme sur lesquelles on va venir les collègues tout à l'heure. J'ai 2-3 questions ajoutées à celles que j'ai posées tout à l'heure, si vous l'avez commencé à répondre. La première question, il y a presque un an, c'est de 10 mois que j'ai évalué cette thèse, et je vois mes collègues qui ont fait la même chose. Si vous aviez à déposer cette thèse aujourd'hui, est-ce que vous verriez la même thèse? Autrement dit, qu'est-ce que la maturation
qui a eu cours entre le jour de dépôt la thèse et aujourd'hui vous permet de faire? La deuxième question, vous avez sûrement remarqué, avec le cheminement que vous avez fait, que la thèse de doctorat, contrairement à ce que pense l'homme de la rue, est d'abord une attitude, avant d'être une aptitude. Qu'est-ce que ce cheminement à trois? J'allais dire ce ménage à trois. Parce qu'en réalité, c'est trois pôles. La recherche, le sujet, vous et l'équipe encadrant. C'est un ménage à trois. À deux, en général, c'est déjà compliqué, mais à trois, ça va être davantage. Donc, qu'est-ce que ce ménage à trois vous a appris sur vous-même, sur la recherche et sur les partenaires? Parce qu'au bout du compte, pour moi, c'est ce qui reste. Les résultats, ils vont être dépassés dans 6 mois. Mais ce que vous aurez appris sur vous, ce que vous aurez appris sur les autres, ce que vous aurez appris sur l'attitude d'avoir appris avec la recherche, pour à mon avis, être au-delà de ceci. Quand nous allons répondre à ces questions, Monsieur le Président, je crois que je pourrais lui donner du sans de communiquer. Merci pour moi de siéger dans ce jury aux côtés de Monsieur le Recteur Mathias Eric Onangini, l'icône de l'intelligentsia camerounaise. Je suis tout autant honoré de côtoyer ici le professeur Simon Belinga Bessala, expert camerounais de renommée internationale, spécialiste des sciences de l'éducation, donc principalement de didactique des disciplines objet de la thèse que voici. Je voudrais terminer, pour terminer, saluer la présence dans ce jury du professeur Pierre Fandio de l'université de Buea. Parce que c'est grâce au professeur Fandio que j'ai animé 10 années consécutives des séminaires à l'école doctorale de Buea, des séminaires de sciences du langage. Mon rapport scientifique, je voudrais m'autoriser une parenthèse en évoquant le propos liminaire de la candidate. Le propos liminaire de la candidate est un moment très important dans l'évaluation d'une thèse. Et je voudrais dire ici que, en ce qui me concerne, j'ai particulièrement apprécié le propos, le discours liminaire de la candidate, d'abord en raison de sa voix qui est la voix du pédagogue. Qu'est-ce qu'on attend d'un pédagogue qui s'énonce? On attend de la voix du pédagogue qu'elle soit mesurée, ni trop lente. Si elle était lente, elle endormirait le public, ni trop rapide, parce que si elle est trop rapide, on ne percevrait pas son propos. Je voudrais dire aussi que, personnellement, j'ai particulièrement apprécié la posture énonciative du pédagogue de la candidate qui s'est efforcé de s'affranchir de ses notes, de son diaporama, des diapositives, et qui s'est adressé à nous en nous regardant dans les yeux et aperto libro. Nous enseignons à l'école normale supérieure qu'il est important de préparer la leçon, mais nous disons aussi que le professeur ne vient pas lire sa fiche. Le professeur s'adresse à son public et nous en avons eu la démonstration tantôt lorsque la candidate nous a présenté son propos liminaire. Et je voudrais terminer en disant que la candidate est d'abord professeure de langue, c'est-à-dire experte en matière de discours oral et
écrit. Nous avons eu le plaisir de suivre près de 30 minutes durant le propos du candidat sans noter la moindre peccadille dans sa langue. Et pour toutes ces raisons, je voudrais dire que la candidate a fait une entrée en matière plutôt polyvalente. Et maintenant, je voudrais passer à mon rapport scientifique proprement dit. Mon sentiment est que la recherche menée par la candidate est très actuelle. Elle est actuelle parce qu'elle est impulsée par les orientations données par le sociologue des sciences. J'ai cité Edgar Morin. Avant Edgar Morin, la soutenance de thèse était menacée par une épée de Damoclès et toutes les thèses avant Morin étaient menacées par le risque qu'on les accuse d'éclectisme. C'est-à-dire que avant qui est un appel à l'université de Yaoundé, à l'université du Cameroun, pour l'intégration de ce dont plus personne ne peut se passer à travers le monde, la microsociologie. Il n'est plus dans le monde aujourd'hui une université qui forme ces cadres sans insister sur la microsociologie. Mais qu'est-ce donc que la microsociologie? Eh bien, elle est microsociologie par rapport à la sociologie tout court, qui s'intéresse à des pans entiers de territoire, à des groupes humains très importants. Cette microsociologie est dite microsociologie parce qu'il s'agit d'étudier l'interaction verbale en face à face qui met en présence un locuteur et un interlocuteur. C'est pour cela que nous ne parlons plus ici de sociologie, mais plutôt de microsociologie. Alors, la microsociologie a été mise au point par le linguiste et anthropologue américain Erving Goffman. Madame Catherine Aoudassaka l'a dit tout à l'heure, et en pédagogue, je n'ai pas honte de le réitérer ici, parce que la répétition est le nerf de la pédagogie. Et donc, le père de la microsociologie est donc Erving Goffman. Et Goffman avait longtemps observé les animaux. Il a donc fait un peu d'éthologie tout court. L'éthologie étant la science de l'université sans avoir lu. C'est une faute professionnelle de quitter l'université sans avoir lu Polanyi, de Brown et Levinson. Et que nous apprennent Brown et Levinson, c'est que Goffman avait postulé deux faces, celle du locuteur et celle de son interlocuteur, mais de nous poser la question jusqu'à quand est-ce que nous allons former le cadre de la République sans qu'il ne soit initié à la microsociologie et plus généralement au discours scientifique, au discours de recherche. Et je voudrais donc dire maintenant que la thèse que nous évaluons permet les extensions que nous avons évoquées, et ces extensions trouvent une excellente application, Madame Catherine Nsata l'a dit tout à l'heure, dans le discours administratif. S'il est un discours poli, un discours humanisé, c'est le discours administratif qui évite toujours des violences, même lorsque le supérieur hiérarchique vous sert une demande d'explication,
eh bien, cette demande est toujours enveloppée dans un discours plus poli. Maintenant, très rapidement, dire à Madame Kakekanga ceci, eh bien, Madame Kakekanga, nous aspirons, l'humanité aspire à la perfection, mais malheureusement, Madame Kakekanga, la perfection n'est pas, semble-t-il, de ce monde. Et c'est pour cela que, bien que je reconnaisse que cette thèse est à la fois actuelle, innovatrice, innovante, eh bien, toujours est-il que cette thèse appelle quelques questions que je m'en vais vous poser. Et ma première question, monsieur le recteur, est la suivante. Cette thèse a proposé un cadre méthodologique que nous avons apprécié, un cadre méthodologique tout à fait admirable. Mais, Madame Kakekanga, la même méthodologie suggère fortement que l'on fasse un sort dans son travail de recherche, à son laboratoire, à sa faculté, à son université, à l'université du pays de la sous-région. Moi, j'observe avec une certaine peine que, construisant votre cadre théorique, vous avez fait un voyage à travers le monde entier. Vous avez convoqué toute l'université nord-américaine, toute l'université européenne. Et vous ne nous avez pas cité, vous n'avez pas fait mention de vos maîtres que nous sommes. Madame Kakekanga, qui va nous citer? Qui va nous citer? Et si vous-même, vous ne nous citez pas, où sont passés vos maîtres? Pourquoi cette thèse ne les a pas célébrés? C'est ma première question à la candidate, monsieur le recteur. Et ma seconde et dernière question, c'est que Madame Kake, dans sa recherche, est arrivée à des résultats très probants. Moi, je suis d'accord avec les collègues qui m'ont précédé pour dire que cette thèse, en tout point de vue, est une excellente recherche. Elle est d'autant plus bonne, cette thèse, que un des instruments que vous avez proposé pour l'avènement de l'enseignement-apprentissage du discours scientifique à l'Université du Cameroun, c'est le référentiel des compétences. Et c'est là que je m'interroge, Madame Kakekanga. Nous savons, certes, aujourd'hui que le pays interpelle l'école, l'université. L'université est sommée de déboucher sur l'employabilité du produit de l'école, sur la professionnalisation, et c'est pour cela que nous devons réécrire tous les programmes, et ces programmes doivent toujours, pour chaque filière, dire quelle est la référence des compétences, des métiers, quel est dans ces métiers le référentiel des ressources entendues comme des horizons nouveaux pour l'université de Yaoundé, pour l'université du Cameroun. En un mot, je vous remercie, monsieur le recteur. Son histoire, que vous pouvez pas le professeur à connaître, mais c'est qui devient un plaisir de savoir qu'en ce moment-ci, la candidate peut déjà présenter cette thèse. C'est un travail de bonne facture, c'est un travail d'actualité. Et c'est parce que nous voulons relever l'importance et la qualité de ce travail que nous sommes assis ici. Chacun, n'est-ce pas, de son point de vue, nous aider à relever ou alors à améliorer les aspects perfectifs.
de montrer que c'est vous-même qui avez dirigé la tête. Et c'est vous qui réalisez votre travail. Et comme bientôt, vous avez le docteur, vous allez bien qu'on teste. C'est pour ça donc que je vous poserai cette question. Pour que vous puissiez nous montrer que vous avez du talent. Et donc, à la hauteur de poser des réponses à des questions. Alors, le sujet me semble être pertinent, d'actualité, comme je l'ai dit, je l'ai lu avec beaucoup d'aisance. Et là, je les ai trouvés comme des collègues. Mais comme il s'agit d'un travail, comme l'a dit le professeur, la réflexion n'est pas du second, il faudrait quand même que vous puissiez attirer votre attention sur certains aspects. Je vais donc faire des théories très pertinentes qui sont en harmonie avec votre travail. Mais ce que j'ai noté comme lacune, c'est l'absence d'un débat, n'est-ce pas, intellectuel que vous n'avez pas organisé entre vous et les auteurs de cette théorie. C'est-à-dire que vous n'avez pas articulé un débat entre vous et ces théories, vous les avez convoquées comme une juxtaposition. Il s'agit d'une thèse de doctorat. Lorsque vous convoquez des théories, eh bien, vous devez engager une discussion et vous positionner par rapport à ces théories et justifier votre choix au terme de ce débat. C'est ça qui manque ici. Et c'est ça qui fait ma première observation. La deuxième, c'est au sujet même de votre titre qui m'intrigue beaucoup en tant que didacticien. Vous dites didactique du discours scientifique. Alors là, comme nous sommes dans le domaine du discours scientifique, et vous êtes pleinement en sciences de l'éducation, en faculté des sciences de l'éducation, je voudrais déjà vous dire que dans le cadre de votre travail, le concept didactique que vous utilisez ici, à mon sens, ici dans le cadre de ce travail, est galvaudé. Et je vais apporter les preuves. Je parle comme spécialiste des sciences de l'éducation. Didactique entendu comme science de l'éducation. Oui. Alors, tel que vous l'avez utilisé, pourquoi je dis c'est galvaudé dans votre travail? Parce qu'en sciences de l'éducation, le terme didactique, en réalité, n'est pas synonyme d'enseignement. La didactique est la science de l'éducation qui a son objet, sa méthodologie. Et comme science, elle s'applique donc à des disciplines, objet de l'enseignement. Parce qu'elle est une science de l'éducation, on peut donc l'appliquer au français, aux mathématiques, à la géographie, etc. Elle s'applique donc à des disciplines. Alors, lorsque vous parlez de la didactique du discours, au sens strict de la didactique, est-ce que le discours scientifique est une discipline? Ça, c'est l'observation que je fais ici en tant que didacticien. Comme vous êtes à la faculté des sciences de l'éducation. Je dis bien la didactique entendue comme science, ayant son objet, ayant sa méthodologie. Elle n'est donc pas synonyme d'enseignement de. Alors, cette observation est donc faite et ceci m'a permis de revoir le titre de votre thèse par rapport à ça. Je me suis dit donc, si tel est le cas, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, c'est une proposition qui peut être améliorée, si donc la didactique n'est pas synonyme de l'enseignement, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas proposer l'enseignement du discours scientifique à l'université, 2 points, le cadre de la faculté des sciences de l'éducation. Parce que quand vous dites même l'université, vous n'allez pas dans toutes les facultés de notre université de Yaoundé 1. Vous avez choisi la faculté des sciences de l'éducation, n'est-ce pas? Tout à l'heure, là, on vous a même posé la question de savoir qu'est-ce que vous êtes allé chercher à la faculté des sciences. Parce qu'en fait, lorsque vous dites à l'université,
cela donc convoque toutes les facultés et les grandes écoles. Parce qu'une université est composée des facultés et des grandes écoles. Est-ce que vous êtes allé dans ces grandes écoles, dans les autres facultés, pour parler de l'université? Il faut donc délimiter. Puisque votre travail concerne la faculté de sciences d'éducation, donc à partir de là, à mon avis, ce serait difficile de l'étendre à d'autres facultés, par exemple d'autres facultés de médecine ou autres. Donc il faut bien délimiter votre travail et comme ça on pourra mieux vous comprendre. Voilà donc cette observation au niveau du titre, didactique du discours. Au plan de la didactique des sciences de l'éducation, des spécialistes des sciences de l'éducation, nous disons que la didactique comme science s'applique à des disciplines. Le discours n'est pas une discipline comme scientifique ayant un objet d'étude. Elle fait partie d'une discipline, laquelle nous avons envisagé au même titre que la méthodologie de recherche, que l'épistémologie des disciplines. C'est dans ce sens que nous avons parlé de sa didactisation. Donc je me demande pourquoi c'était écrit sur la prévision. Quel domaine scientifique? Ça fait une chance. Dans le domaine de la didactique, dans le domaine de la didactique des langues, la didactique du discours scientifique qui s'achève avec la proposition des éléments qui constituent le discours scientifique organisé dans un référentiel de compétences, organisé en module d'enseignement dans un référentiel de compétences, est un outil applicable dans toutes les universités, dans tous les domaines d'études. En fait, nous avons emprunté ce référentiel à la perspective actionnelle de Burin. Et avec la perspective actionnelle de Burin, la base de son approche est la langue. Et Burin nous dit que toute activité humaine a besoin de la langue. Dans toutes les activités humaines, il faut communiquer, il faut produire des textes. Alors, de la spécificité d'une discipline, d'un domaine, est-ce que vous pensez que ce volet-là n'est pas pris en compte dans le discours scientifique? C'est arrêté au niveau des savoirs à enseigner. Ce qui fait que quand on prend notre référentiel, quand notre référentiel passe d'une spécialité à l'autre, les experts de ces différents domaines y appliquent donc leur savoir particulier, leur spécificité. Alors, quelle est la constance, quel est l'élément permanent qu'on retrouverait dans toutes les disciplines comme élément constant du discours scientifique? Merci pour cette question. Je voudrais rentrer dans le référentiel de compétences pour essayer de vous présenter. Nous voulons préciser aussi que ce que nous empruntons également à l'APC, c'est la mise en situation des problèmes. Donc il est question pour un chercheur de résoudre des problèmes de société, de résoudre des problèmes qui émanent de son domaine d'études. Et nous avons proposé dans notre référentiel de compétences, nous avons des compétences, par exemple, informer un public ou s'informer sur les faits scientifiques. Nous avons après ça des exemples de situations. Produire par exemple un exposé oral ou écrit de 4 à 5 pages sur les problèmes, sur un problème social donné.
Et je peux dire ici, professeur, bon, posture professionnelle, chercheur du domaine cible. Chercheur du domaine ciblé à contextualiser selon la filière ou le domaine de recherche. Et nous avons là les tâches de production. Et dans les tâches de production, nous avons encore divisé en deux pour avoir des tâches orales, parce qu'en fait, il est question de beaucoup de manipulation. Nous proposons que ce travail se fasse à base des extraits de textes scientifiques, puisqu'il est question d'enseigner aux enfants comment rédiger, comment exprimer les savoirs scientifiques. Alors, il sera question en salle de classe de faire des extraits de textes scientifiques, de les manipuler, d'y relever les éléments qui relèvent du discours scientifique et à la fin de produire également un texte scientifique qui ressemble à celui qu'on aura lu. Voilà, là c'est bien parce que je voudrais justement demander ça. Et donc, déjà, aux questions qui lui ont été posées par le jury, on là, elle va parler de politesse scientifique. Nous souhaiterions qu'elle réponde aux questions de chacun des membres du jury qui s'est exprimé jusqu'ici. Elle nous demandait ce que nous sommes allés chercher à la faculté des sciences alors que nous sommes étudiants à la faculté des sciences de l'éducation. Nous sommes allés effectivement prendre des données à la faculté des sciences et nous avons également pris des données à la faculté des sciences de l'éducation. Quand nous regardons ces deux facultés, nous nous rendons compte d'une chose. La faculté des sciences de l'éducation est une faculté jeune. Et à côté, la faculté des sciences est l'une des plus vieilles facultés de l'université de Yaoundé 1. Nous avons donc eu des données à la faculté, des pourcentages de sortie de thèse et de master qui étaient très faibles de la faculté des sciences de l'éducation. Une idée nous est venue en tête, nous nous sommes dit peut-être c'est parce que c'est une jeune faculté. C'est pour cette raison que nous avons dit allons voir ce qui se passe dans une faculté plus mature. Mais nous nous sommes rendus malheureusement compte aussi là-bas que les pourcentages n'étaient pas très différents et ceci nous a confortés dans nos constats, dans les constats que nous avions émis. La deuxième question du professeur portait sur l'élément que j'apporte. Ce que je peux dire pour la fin. Et à cette question, je dirais que l'élément que je mets sur pied, l'élément que je présente, l'élément que je propose à l'université est ce référentiel de compétences qui contient des modules d'apprentissage. Et ces modules d'apprentissage sont organisés de sorte à être échelonnés dans les 5 premiers niveaux de l'enseignement universitaire. Les 3 premiers modules, il y a en fait 4 modules. Les 3 premiers modules nous serviront au premier cycle, en première, deuxième et troisième année de l'université. Et le 4e module nous servira au second cycle de l'université. Et autre chose à ce référentiel de compétences, il est applicable à tous les domaines scientifiques. Maintenant, parlant des questions du professeur Belibi, le professeur Belibi nous a posé une question sur le cadre
sur le cadre théorique. Il nous a félicité d'avoir fait le tour du monde pour bien présenter notre travail avec des théories de grands chercheurs. Mais il nous a posé une question. Pourquoi abandonner nos maîtres? Pourquoi ne pas faire de référence à nos maîtres? Pour ça, pour répondre à cette inquiétude, nous dirons bien que notre travail qui porte sur le discours de recherche est né d'un certain nombre d'obstacles. Nous avons été poussés à ce travail par un certain nombre d'obstacles, selon lesquels, à l'université, dans nos universités locales, le discours de recherche était un pan du savoir laissé pour compte. Ce qui signifie que, malgré notre bonne volonté à vouloir citer nos maîtres, il nous était très difficile de le faire. Cependant, nous avons quand même supposé notre travail des citations de nos maîtres, de ceux qui ont, dans leurs travaux, fait des évocations au discours de recherche, au discours scientifique, à la politesse linguistique et autres. En l'occurrence, nous avons cité le professeur Belibi et autres. Et pour finir pour cette question, professeur, nous dirons qu'une chose est restée dans notre mémoire, c'est que le discours scientifique est le maillon faible de la formation universitaire. Et notre thèse, donc, est une plaidoirie. Notre thèse est une plaidoirie en faveur de l'enseignement-apprentissage du discours scientifique dans nos universités. La deuxième question du professeur portait sur notre référentiel de compétences. Il nous a parlé de l'APC, la relation qu'il y avait entre le référentiel de compétences avec l'APC, avec la professionnalisation. Pour répondre à cette question, nous allons dire avec le professeur Belibi que nous avons au cours, nous allons dire que la formation universitaire est bel et bien une formation professionnalisante. Et l'État a même introduit le système LMD pour favoriser cette formation. Et notre référentiel de compétences vient à l'université pour participer à la formation des futurs experts, pour construire le savoir des futurs experts à être professionnels sur le terrain. Parce qu'il est question, à la fin de la formation, surtout à la formation universitaire, à la fin, on doit être automatiquement un enseignant, un chercheur, et pourquoi pas, on doit être des experts qui travaillent dans des entreprises. Celui qui sort de l'université est celui qui doit être capable de résoudre les problèmes sociaux qui relèvent de son domaine. Et c'est pour ça que nous disons qu'il y a bien un lien entre l'APC qui prône l'approche par les compétences, qui prône une formation professionnalisante avec notre référentiel de compétences et la formation universitaire. Nous voulons passer aux questions ou bien aux remarques du professeur Fandio, aux observations du professeur Fandio.